quel profil pour quel job. Alors je vais vous présenter rapidement les intervenants qui sont présents avec moi aujourd'hui. Donc de gauche à droite, nous avons Denis Aublin, qui est juste ici, qui est consultant data scientist, business developer à l'Institut Mines Paris Tech et qui est un ancien élève de Télécom. À sa droite, nous avons Frédéric Ville, qui est directrice de l'innovation chez voyagesncf.com. Nous avons également Florence Dalcher, professeure à Télécom Paris Tech. Et à ma droite, nous avons Jérôme Lacaille, mathématicien et statisticien chez Snecma, qui est une filiale de Safran. Et moi-même, Karl Lemerger, qui suis consultant chez Quantmetry et qui aurait le plaisir d'animer cette conférence. Alors, ma première question pour commencer. Donc, cette table ronde va porter justement sur l'emploi des data scientists. Première question très générale, où sont les emplois aujourd'hui des data scientists, où peuvent postuler tous nos candidats data scientists aujourd'hui? Donc effectivement, moi j'avais rejoint la première promotion du Master Big Data Télécom Paris Tech, c'était il y a un an. Donc j'ai pas une vue complète du marché, donc je peux pas dire de manière définitive où sont les emplois. Je peux juste regarder où sont mes collègues, dont certains sont dans la salle, où est-ce qu'ils sont là depuis qu'ils sont sortis de l'école au mois de juin. Et pour l'instant, il y en a la moitié qui sont dans un secteur de ce que j'appelle les producteurs de données. Ce sont des industriels qui commencent à s'intéresser à la donnée qu'ils produisent et à l'analyser par eux-mêmes. Et l'autre moitié sont des prestataires qui exploitent la donnée des autres, soit dans des agences web, soit dans des cabinets de conseil plutôt techno. Donc voilà. Et pour l'instant, aucun dans un autre secteur qui serait ceux qui conçoivent des solutions des big data. Voilà. Donc pour l'instant, c'est assez équilibré. Alors, nous, on recrute à voyagesncf.com des experts du big data. Donc, on recrute des data scientists, des développeurs, tous les métiers. Je pourrais peut-être en reparler tout à l'heure. En tout cas, je peux donner notre exemple. En tant que voyagesncf.com, donc on est une agence de voyage en ligne qui vendons du train, de l'avion, enfin du tourisme et en général. On a un fort besoin parce qu'on a beaucoup de projets autour de ça. Et puis, pour mes collègues, dans la dimension SNCF, du métier, des gens qui font rouler des trains et qui sont peut-être plus brick and mortar, il existe aussi beaucoup d'usages du big data dans les applications industrielles pour optimiser le service qu'on rend aux clients. Donc voilà, dans ces deux domaines que sont un domaine brick and mortar et un domaine vraiment de pure player web, nous, on a des opportunités. J'ai peu de choses à rajouter. Simplement, effectivement, la variété des domaines est extrêmement large, puisque en fait, toutes les entreprises qui accumulent et collectent des données sont concernées. Donc, je dirais qu'il y a un grand choix. Ça va du domaine de l'énergie, par exemple, en passant par effectivement des constructeurs, par exemple, automobiles, en passant par évidemment les banques, les assurances, les grands comptes, classiquement. Mais on va trouver vraiment une très très grande variété finalement de données très très différentes où pourtant les mêmes outils finalement vont être utiles. Bonjour, donc moi je suis le représentant d'une entreprise de haute technologie et il est vrai que jusqu'à présent le recueil des données et leur utilisation n'était pas la priorité, n'est toujours pas vraiment la priorité, mais on se rend compte aujourd'hui que ça devient très important. On vend de plus en plus de produits sous la forme de services, c'est-à-dire qu'on ne vend plus les moteurs d'avion, mais on vend la possibilité de faire décoller un avion, de faire voler un avion. Et donc ça nécessite de vraiment contrôler cette exploitation des moteurs. Et du coup, on commence à réaliser le besoin d'avoir des gens pour analyser les données. Alors il y a deux endroits à Safran aujourd'hui que je connais bien. Il y en a d'autres, il y en a plus que deux, hein. Mais il y en a deux que je connais particulièrement bien où on va recruter, et on recrute déjà. Alors le premier, c'est au centre de recherche. On a ouvert un nouveau centre de recherche sur le plateau de Saclay, où il y a tout un pôle dédié à l'analyse de données, et il va y avoir des recrutements au sein de ce pôle. Et au sein même de mon environnement à Snecma, on commence à réfléchir à mettre en place des outils d'analyse de données sous la forme d'un laboratoire d'analyse de données. Donc ça commence. Et d'ailleurs, nous travaillons de manière très proche avec la chaire Big Data de Télécom Paris Tech.
Alors merci pour ce premier panorama. Moi j'aurais une question peut-être un petit peu sur les secteurs d'activité. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité que vous voyez particulièrement recrutés en ce moment, et peut-être par exemple dans le domaine de l'industrie aussi qui va intéresser à mon avis un certain nombre de personnes qui sont présentes dans la salle? En tant que site web et agence de voyage en ligne, on a évidemment des besoins sur tout ce qui est relations clients, marketing digital, qui sont des secteurs peut-être les premiers auxquels on pense quand on parle de big data en ce moment. Mais pas que. Il y a aussi tout ce qui peut concerner la détection de fraude, la détection de comportement. Alors que ce soit dans la fraude, où là on est vraiment dans la partie paiement de notre métier, ou bien dans la recherche des tendances qui vont faire que les clients vont aller plutôt à telle ou telle destination et qu'on va pouvoir justement leur faire les offres appropriées. Donc ça, c'est deux exemples assez concrets sur lesquels on utilise ces technologies dans notre métier tous les jours. Pour poursuivre par rapport à là où sont passés mes collègues récemment, c'est essentiellement banque, assurance et énergie. Mais bon, c'est des volumes tellement faibles que je ne peux pas en faire une statistique. J'aurais juste voulu préciser que le discours des 3 V qu'on a souvent sur le big data, j'ai l'impression que ça joue comme un frein pour beaucoup d'industries qui se disent j'ai pas des téraoctets de données, j'ai pas des besoins de temps réel et j'ai pas conscience d'une énorme variété des données, donc c'est pas pour moi. Or, le machine learning, l'algorithmique qui est à la base le presse-citron qui sort la valeur de la donnée, est valable en fait sur des jeux extrêmement, même très petits. Du moment qu'on a beaucoup de paramètres sur chaque observation, il y a quelque chose à faire. Et là-dessus, j'ai une approche de marché par le métier à faire qui est encore assez peu avancé, il me semble, aujourd'hui. Parce qu'on a un discours qui dit, bah voilà, parce que vous n'avez pas des quantités fabuleuses, c'est pas pour vous. Et il y a un petit frein là-dessus. Oui, je peux intervenir pour l'industrie, pareil. Donc nous, il y a différents secteurs d'activité où on va utiliser l'analyse de données. Donc le premier auquel on pense, et j'en parlais tout à l'heure, c'est le suivi des contrats, par exemple des contrats de location de moteurs, des contrats d'achat de moteurs, etc. Ça nécessite de bien comprendre quelle est l'utilisation qui est faite de nos moteurs pour mieux organiser la maintenance, bien entendu. Donc essayer de prévoir à l'avance quand il va y avoir des réparations à faire, comment améliorer la logistique d'exploitation des moteurs. Et si vous avez travaillé un peu en finance, faut pas négliger ça. Vous avez fait sans doute du pricing de produits dérivés. Bah nous, on va faire du pricing de contrats sur des moteurs. Donc c'est un peu pareil. Il faut savoir combien coûte la location ou l'achat du moteur. Bon, alors ça c'est un truc on y pense tout de suite. Mais il y a vraiment beaucoup d'autres domaines dans l'industrie où il y a des données qui sont malheureusement pas exploitées, peut-être parce que difficile d'accès aujourd'hui. Donc il y a un énorme travail d'intégration de données à faire, et ce sont toutes les données qui peuvent servir à améliorer la conception des outils. Les outils sont faits avec des machines-outils, avec des processus, avec des gens qui travaillent. Il y a énormément d'informations qui traînent partout dans l'entreprise. Il faut les récupérer dans le but d'améliorer la conception des outils. Donc améliorer la performance, aller de l'avant, essayer de participer aux avant-projets. Alors merci beaucoup pour cette présentation des métiers pour les data scientists. Moi j'ai une question assez générale qui va intéresser à mon avis beaucoup de gens dans la salle, et qui est justement qu'est-ce que c'est un data scientist aujourd'hui? Question que beaucoup de gens se posent. Qu'est-ce qui le caractérise? Y a-t-il plusieurs types de data scientists? Et quelle est un petit peu votre vision par rapport à ça? Donc effectivement, le nouveau job de data scientist, il est très large. Hein. Ça va en fait de la personne qui va être devant sa machine, va analyser des données et appliquer un certain nombre d'algorithmes et de techniques avancées. Ça va concerner en fait des compétences aussi bien en informatique qu'en algorithmique et en statistique. Et puis il y a des gens qui vont avoir des positions un petit peu plus stratégiques et qui vont faire du développement avancé, j'ai presque envie de dire de la recherche, pour résoudre des problèmes qui sont extrêmement nouveaux, et donc qui vont s'appuyer sur les techniques de machine learning pour résoudre de manière automatique des problèmes de prédiction, de reconnaissance de profil et d'identification par exemple de clients. Donc on a vraiment une gamme assez large. Il y a aussi des nouveaux métiers qui apparaissent autour de la protection des données, de la sécurité, de tous les aspects privés des données, qui sont quand même des choses qui vont, je pense, d'être de plus en plus importantes. Et donc, en fait, on a une gamme finalement assez large. Je ne sais pas si vous veulent rajouter quelques mots. Si on met dans le data scientist un triptyque informatique,
algorithmique et puis métier. Moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup de demandes sur la partie informatique, plus que sur l'algorithmique. Donc, je pense que dans le marché, ce que je vois, c'est beaucoup, je ne sais pas si c'est représentatif, mais beaucoup la composante informaticien, et encore assez peu la partie algorithmique, avec l'impression qu'à partir du moment où il y en a un dans une équipe, ça suffit, et après, ça va diffuser. Donc, mais je suis persuadé qu'à partir du moment où le marché qui n'a pas forcément des volumes énormes de données, mais qui a besoin d'en extraire de la valeur, va lui davantage insister sur la partie algorithmique et peut-être un peu moins sur la partie informatique. Et puis moi, la partie qui m'intéresse, c'est plutôt la partie métier, donc faire le mix entre le métier et l'algorithmie. Et ça, je ne sais pas si c'est encore très développé. Oui, je vais rejoindre ce que vous venez de dire. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles les entreprises n'étaient pas forcément encore embarquées dans la notion d'algorithmie, c'est que avant, il y a, je dirais, 1 an, 2 ans ou 3 ans, il y ait véritablement ces capacités d'itération rapide. Avoir quelqu'un qui était spécialiste en algorithmie, on ne l'utilisait pas à fond en quelque sorte, puisqu'on n'était pas capable d'exploiter sa capacité de concevoir de façon itérative, d'améliorer les algorithmes. Maintenant, ça change, parce que maintenant, en tout cas, je parle de chez nous, on le sent de façon très concrète, ce besoin d'algorithmes en même temps que le développement et en même temps que le métier. Et donc on a besoin d'itérer très fortement entre ces 3 composantes, avec évidemment d'autres types de compétences, parfois financières, parfois service client, parfois legal. Mais en effet, on a besoin de cette itération rapide. Et je confirme que sur ces 3 dimensions-là, on a besoin de compétences à la fois pointues et en même temps capables de discuter entre elles. Les projets qu'on a menés en interne chez nous pour monter soit je dirais des capacités de connaissance de nos offres, ou bien pour monter des capacités de connaissance des clients et pouvoir faire des propositions plus appropriées. C'est des projets qui, à chaque fois, ont mis ensemble des personnes de compétences différentes, mais avec un facteur clé de succès qui était la capacité de se comprendre et de construire ensemble. Et ça, je pense, les capacités techniques rendent ce besoin-là encore plus prégnant aujourd'hui, et du coup, on est capable de l'exploiter. Jérôme, oui. Juste reprendre un peu ce que j'ai entendu de Denis, qu'il fallait beaucoup d'informaticiens et peu de mathématiciens. Nous, c'est un petit peu l'inverse, hein. On aimerait bien avoir un mathématicien qui fasse tout. Et puis finalement, un informaticien qui fasse tout. Donc l'informatique, hop, on aimerait bien avoir toutes les données bien en place, bien propres, pour pouvoir vraiment faire des mathématiques. Ce qu'on attend par contre d'un data scientist, c'est un nouveau membre avec des nouvelles compétences dans une entreprise, c'est-à-dire dans un environnement de gens qui travaillent ensemble et qui collaborent. Il faut savoir que dans ces entreprises qui font de la technologie de très haut niveau, il y a des compétences qui sont vraiment très très grandes, par exemple en mécanique, en dynamique. Bon, ce sont des gens qui sont extrêmement performants. Donc le mathématicien qui va arriver dans ce milieu-là va pas forcément comprendre leur métier, mais il a le sien de métier que les autres ne comprendront peut-être pas nécessairement. Et il s'agit justement de collaborer ensemble pour réussir à construire des algorithmes. On va pas fabriquer un outil algorithmique, un outil d'analyse en partant de rien, mais au contraire en exploitant l'ensemble des compétences qu'il y a dans l'entreprise. Donc c'est vraiment une intégration d'un nouveau profil qui n'existait pas, parce que vraiment ça n'existait pas. Il y a très peu de gens qui font ce métier-là dans mon entreprise, en tout cas aujourd'hui. Et donc c'est l'intégration d'un nouveau profil dans ces équipes. Merci. Moi j'avais une question justement par rapport aux entreprises. Quelles sont finalement les attentes des entreprises par rapport à ces nouveaux data scientists par exemple, aujourd'hui, qu'est-ce que doivent faire les data scientists pour être recrutés dans vos entreprises aujourd'hui? Oui, alors évidemment, le data scientist, il y a cette dimension de curiosité et de recherche, et de recherche pour avancer. Je pense que quand on est data scientist, on a un petit peu ça dans ses gènes. Pour être dans notre entreprise, il faut aussi que ça soit porté au bénéfice du client. Et donc, il faut qu'on soit capable de faire le pont entre cette recherche, cette curiosité et ce que ça va apporter à nos clients
ou au business de l'entreprise. Et donc on retombe sur ce que je disais juste avant, c'est-à-dire la capacité de discuter avec le marketing, avec les techniques, et avec, voilà, entre mathématiciens et développeurs, avec les autres développeurs, parce qu'il y a des développeurs qui sont sur d'autres sujets, et de faire, je dirais, bien matcher tout ça ensemble pour que ce soit véritablement efficace. Donc vraiment le sens client, la capacité de discuter avec les autres, et d'utiliser ça au service de sa curiosité et de faire avancer cette recherche-là. Je vais peut-être dire un mot aussi sur donc comment faudrait faire pour un data scientist de venir dans notre entreprise. Bon, il n'y a pas énormément de postes, mais il va y en avoir de plus en plus. Hein, donc là, c'est pas difficile. Pour recruter, il suffit de s'inscrire sur le site. Et par contre, on n'a pas de... Enfin, les besoins ne sont pas forcément directement liés au client, comme dans le cas d'un site web qui va être directement visible par le client. Le client, le mathématicien ne le verra pas. Il va être vraiment à l'intérieur de l'entreprise. Il le verra peut-être un petit peu quand il fera de l'aide à la maintenance, par exemple, ou de la production de services. Mais ce qu'on a besoin, c'est surtout de l'innovation. Alors il y a deux choses. Hein. Les mathématiques vont être utilisées à la fois pour répondre à un besoin qui est connu des équipes. Donc on a déjà des sujets, on a énormément de sujets qui sont en attente de solutions par des mathématiques, et ça manque pas. Et s'ils ne sont pas résolus aujourd'hui, c'est parce que les données n'étaient pas accessibles. Donc à partir du moment où les données seront accessibles, on va pouvoir réfléchir à ces sujets-là. Donc il y a énormément de travail. Mais le fait de ramener ces données-là va permettre aussi de découvrir des nouvelles choses. Donc on attend aussi beaucoup d'innovation de la part du mathématicien, qui, comme je disais tout à l'heure, apporte une nouvelle compétence. Et donc, c'est une nouvelle source d'innovation, d'une certaine manière. Peut-être qu'au-delà de l'innovation purement technique, ce que j'aimerais qu'on demande à un data scientist, c'est d'aider à trouver les questions, parce que le machine learning, ça trouve les réponses. Mais ce qui est plus amusant encore, c'est trouver les questions, et ça, c'est pas simple, ça ne se trouve pas du premier coup. Et donc, de ne pas cloisonner le data scientist en disant j'ai trouvé la question, c'est plus chiffres, donc maintenant on va me chercher la réponse, c'est d'être vraiment dans l'itération où il y a la contribution, parce que une bonne perception des données, de ce qui serait possible, d'interagir avec le métier pour proposer plein de questions. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Effectivement, là, il y a une opportunité fantastique pour les mathématiciens et les informaticiens, parce que pour moi, le data mining et le big data, ce sont les mathématiques en action. Donc effectivement, c'est vraiment l'occasion pour des profils matheux et des profils informaticiens avec de solides fondations en mathématiques de venir effectivement dans les entreprises, de poser des questions et d'aider en fait à définir la question de big data ou de machine learning qui est sous-jacente, et peut-être aussi de définir de nouveaux problèmes de machine learning. Et donc effectivement là, je trouve qu'il y a quelque chose dans lequel la France est extrêmement bien placée, c'est que nous avons d'excellentes formations d'ingénieurs et d'excellentes formations en informatique et en mathématiques à l'université, et effectivement nos profils sont bien adaptés à ce type de questions. Et je crois qu'il y a vraiment une opportunité pour les mathématiciens de continuer à faire des mathématiques dans l'entreprise. Alors vous nous avez présenté une vision du data scientist très complète, donc à la fois bon en technologie, en algorithmie, en expertise métier. Justement, avec un tel profil, comment est-ce qu'il s'intègre dans l'entreprise? Quel est son poste, ses fonctions, et comment est-ce que voilà, les futurs data scientists vont pouvoir demain travailler en entreprise? Je monte une équipe justement en ce moment, un laboratoire d'analyse. On m'a demandé de monter un laboratoire d'analyse de données au sein de Snecma pour étudier, justement, répondre à des questions donc, qui sont déjà posées. Ces questions-là, pour le coup, elles sont déjà posées. Mais moi, ce que j'attends d'eux, comme je disais, c'est aussi qu'ils m'apportent des réponses auxquelles je n'avais pas pensé, même d'autres questions auxquelles je n'avais pas pensé. Donc, je crée ce laboratoire. Donc, je vais engager un certain nombre de mathématiciens dans ce laboratoire. Ils seront intégrés au sein de l'équipe Hulse Monitoring. Alors le Hulse Monitoring, c'est l'équipe des personnes qui font la surveillance des moteurs d'avion. Donc qu'est-ce que c'est que la surveillance des moteurs d'avion? C'est l'application d'algorithmes installés sur les moteurs pour suivre leur évolution et s'assurer qu'effectivement il ne va pas y avoir de panne. Vous savez que sur le moteur d'avion, il n'y a jamais de panne, et s'il n'y a jamais de panne, c'est parce qu'on répare avant.
et on change les pièces avant qu'il y ait des pannes. Et donc nous, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est justement allonger peut-être les délais, les délais de réparation ou de changement de pièces, donc optimiser ces opérations de maintenance, éviter de changer des pièces pour rien, etc. etc. Donc ça, c'est le health monitoring. Donc on fait la surveillance des moteurs en exploitation. Et dans cette équipe de health monitoring, il y aura une équipe qui va s'occuper du système. Donc les algorithmes, par exemple. Donc moi, j'ai été embauché il y a 7 ans pour mettre en place ces algorithmes de health monitoring. Donc les algorithmes de health monitoring, aujourd'hui, ils passent dans les systèmes. Vous avez une équipe système qui fait du développement système, et donc qui installe les algorithmes sur les moteurs, dans les boîtiers de calcul. Bon, ça c'est de l'ingénierie. Il y a les boîtiers de calcul embarqués, il y a les PC au sol, puisqu'il y a beaucoup aussi d'analyse qui est faite au sol. Et puis, par ailleurs, il va y avoir cette autre équipe algorithmique qui va continuer à développer des algorithmes. Et comme on a bien avancé sur le health monitoring, cette équipe va aussi travailler pour les bureaux d'études. Donc je parlais tout à l'heure d'optimisation de la conception. Je vais vous donner des exemples, comme par exemple, on pourrait chercher à optimiser la performance d'un moteur et de mettre cette performance en relation avec des informations qu'on a qui proviennent des usines, de la fabrication, de l'assemblage, de ces choses-là. Donc il y a plein de données qui sont à des endroits différents, qui ne sont pas forcément liées entre elles. Et donc il faut rajouter, faut les remettre entre elles. Et donc ces gens-là vont travailler sur ces problématiques et vont trouver de nouvelles problématiques. Chez nous, les postes qu'on recrute, ils sont intégrés dans les équipes du marketing. Et ils travaillent également en étroite collaboration avec les équipes techniques qu'on appelle chez nous voyagesncf.com technologie. Et donc très concrètement, c'est des gens qui travaillent en équipe, qui font des stand-up tous les matins pour partager sur le projet dans les méthodes agiles et qui font après des synchronisations régulières aussi avec les équipes marketing qui elles travaillent à plus alors j'allais dire moyen terme, sachant que le moyen terme dans une agence en ligne c'est quand même assez rapide, mais voilà. Mais en gros c'est un travail quotidien multifonction avec les développeurs aussi bien que les marketing et une discussion quotidienne avec eux. Moi, ça me plaît beaucoup de mettre le data scientist côté marketing, c'est très bien. Et j'aimerais bien qu'on dissémine tous les profils data scientist dans tous les métiers d'entreprise et pas uniquement dans la boîte où on fait des stats. Parce que potentiellement, ça sert au RH, ça sert à la production, ça sert à tout le monde. Et qu'après, on peut bouger dans l'entreprise et faire complètement autre chose, quel que soit le sujet. La culture data va servir de l'entreprise et quel que soit le projet. On peut toujours aller plus loin que le PowerPoint et l'Excel et aller chercher ce qu'on a appris à faire avant. Donc, j'adhère. Voilà, c'est pas restrictif, mais c'est précisément ce qu'on propose en ce moment. Alors merci pour cette présentation de la place du data scientist en entreprise. Donc aujourd'hui c'est la table ronde Télécom Paris Tech. Donc j'aimerais aborder la thématique des formations en data science. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu déjà la formation de Télécom et plus généralement les formations qui s'adressent aux futurs data scientists, que ce soit en termes de master ou formation continue? Bien sûr, donc à Télécom Paris Tech, on offre bien sûr un cursus d'ingénieur généraliste avec des bases solides en mathématiques, en informatique, en traitement du signal et en analyse de données, donc avec les filières spécialisées sur le data mining, et puis avec une ouverture en 3e année sur des masters. Et on a différents types de formations. Donc pour continuer sur les masters, on a un master qu'on vient d'ouvrir en fait avec l'école polytechnique et l'université Paris-Sud, qui est mathématique pour les big data et qui va former en fait des promotions d'ingénieurs et de spécialistes en machine learning qui vont pouvoir aller de la palette de l'informatique jusqu'aux mathématiques appliquées et qui vont être capables donc de développer de nouveaux algorithmes et potentiellement, s'ils le souhaitent, aller vers la recherche, que ce soit évidemment dans l'académique ou dans le privé. Et puis on a en fait aussi une palette de propositions pour les professionnels qui veulent en fait se former, donc soit par des formations plutôt courtes du type un certificat qui est le certificat Data Scientist, qui offre en fait en 12 sessions de 2 jours, donc sur un an, donc une fois par mois 2 jours,
une formation assez complète finalement sur le data mining. On a une promotion en fait qui est en train de voir le jour et qui va pratiquer à la fois des enseignements, je dirais, classiques, donc en fait des rappels et des éléments fondamentaux en machine learning, en base de données, en calcul distribué, en algorithmique, et puis côtoyer en fait des intervenants industriels qui viennent parler de leurs problématiques et avec un projet. Et puis il y a des formations un petit peu plus courtes qui s'intéressent donc simplement sur un module de 2 jours. Vous avez peut-être envie de découvrir ce que c'est que le data mining, ce que sont que les enjeux en fait du big data. Donc ça, vous pouvez aussi le faire sur une formation de 2 jours. Et puis enfin, on a notre master spécialisé professionnel, dont Denis est un échantillon, qui est une formation en fait qui sur un an propose de manière extrêmement complète un cursus sur les big data qui part des données jusqu'à la résolution de problèmes de machine learning, avec vraiment une formation qui a été définie très étroitement avec les entreprises. On a donc tout au long de l'année un projet fil rouge. Voilà. Pardon, on a un projet fil rouge qui permet en fait aux étudiants d'avoir une double expérience en plus du stage sur un vrai projet d'entreprise avec de nombreuses entreprises qui participent. Donc voilà un petit peu la palette en fait de formation qu'on propose. Merci. Et Denis, justement, est-ce qu'on pourrait avoir peut-être un retour sur ce que vous a apporté la formation et le master de télécom ? Pas grand-chose à ajouter. Effectivement, la formation est très complète. Moi, j'ai quitté un métier, j'étais en entreprise, un cadre avec une perspective de rester longtemps là où j'étais. Et j'ai un peu hésité avant de prendre le risque de quitter ça pour aller à l'école, ce qui n'était pas complètement naturel. Et l'inquiétude que j'avais en venant, elle s'est vite dissipée. La quadrature du cercle qu'on évoquait tout à l'heure, à la fois informatique, machine learning et business et stratégie, est vraiment abordée de manière systématique. On aborde tout et mise en pratique à chaque fois. Il y a le fil rouge effectivement qui nous emmène pendant 6 mois en industrie sur lequel on a un confort qui est fabuleux. C'est qu'on a en début d'année beaucoup de propositions d'industrie qui nous proposent voilà, j'ai un sujet à traiter pendant 6 mois et on fait le choix. On dit ouais, peut-être pas celui-là, non, je vais prendre celui-là. Donc vraiment, on peut aller s'investir sur là où on a envie de s'investir. Moi, je m'intéresse au marketing, je suis allé à fond dans du marketing. Donc il y a vraiment une bonne couverture et puis des mises en situation plutôt riches. Et on est aujourd'hui tous, j'ai dit tout à l'heure qu'on était un peu répartis sur le marché. Donc je crois que tout le monde a trouvé ce qui l'intéressait et après pousse le curseur plus ou moins côté informatique, côté machine learning, là où il a son appétence ou son envie, mais ça reste à liberté à lui parce qu'il a eu les bons fondamentaux sur l'ensemble, quoi. Donc, et côté entreprise, justement, quelle formation vous regardez, quelles compétences vous recherchez aujourd'hui pour ces data scientists ? Donc, oui, les masters Big Data, on les regarde de très près puisqu'on participe justement. Donc, c'est normal qu'on regarde quand même. Moi-même, j'ai un collaborateur qui était dans la salle et qui vient de sortir il y a 5 minutes, qui a quitté son poste de manager pour faire une année de césure. Donc, pareil, apparemment. Et bien entendu, son poste est réservé et il va revenir travailler avec moi dès qu'il aura fini. D'ailleurs, j'espère bien pendant le stage aussi. Donc, et avec un espoir de pouvoir faire des choses encore plus passionnantes puisqu'il aura vu des choses très intéressantes pendant ce master-là. Bon, sinon, d'autres profils que j'ai recrutés, essentiellement Matinfo, avant qu'on parle vraiment du Big Data. Il y a quelques années, ça n'existait pas le Big Data, donc je recrutais des Matinfo. C'est très difficile de faire rentrer, c'était très difficile de faire rentrer des profils Matinfo dans une entreprise où il n'y avait que des ingénieurs polytechniciens ou super-héros, ou éventuellement d'autres grandes écoles. Donc c'était difficile, mais ça a marché quand même, et ça va marcher de mieux en mieux. Donc ce qu'on demande aux jeunes qui vont arriver chez nous, c'est essentiellement d'être capable d'apporter leurs compétences qui sont différentes, donc leurs différences, de venir avec, et de s'intégrer par contre au travail en équipe. Et c'est vrai que tout se passe en équipe. Chez nous, c'est un peu pareil. On avait effectivement, enfin moi, je partage le constat. Chez nous, c'est aussi que les personnes qui se sont engagées les premières dans nos projets dits big data, machine learning, etc., c'était des gens qui avaient fait Matinfo. Le deuxième type de profil, c'est des personnes qui, tout en n'ayant pas forcément cette dimension-là dans leurs études,
avaient naturellement et spontanément cette curiosité et cette appétence pour les algorithmes ou le développement. Maintenant que des formations sont en place, ça va être très intéressant parce que ça va nous permettre à la fois de conforter nos choix et toutes les questions qu'on se pose quand on recrute, et en même temps d'avoir des personnes qui ont déjà toutes ces bases-là, et du coup de concentrer nos recherches parmi ces personnes-là dans celles qui vont être capables d'appréhender les besoins clients, l'interaction avec le marketing, l'interaction avec le reste de l'équipe technique, etc. Et donc pour nous, c'est une très belle opportunité que ces formations existent, parce que je dirais, ça va nous aider. Ce sera une belle opportunité sur laquelle on va bâtir. Alors j'ai des questions assez franches à vous poser, puisque effectivement aujourd'hui on a énormément d'étudiants qui sont parmi nous et qui s'intéressent à des thématiques comme le salaire, le nombre de personnes recrutées, et voilà, qui nous posent la question combien en tant que data scientist en sortant d'école je suis amené à attendre en termes de rémunération à 2 ans, avec quelle équipe je vais pouvoir travailler, etc. Est-ce que vous avez des éléments de réponse sur ces questions? J'ai fait un petit sondage auprès de la partie de la promotion qui sortait de l'école, donc qui n'a pas 20 ans d'expérience. Et j'entends de parler de salaire entre 45 et 50 kilos euros. Voilà. Après, j'imagine que il y a une marge d'erreur autour, mais c'est ce que j'entends sur un sondage extrêmement représentatif. Alors, nous, c'est ouvert. Vous pouvez aller voir sur notre profil LinkedIn, la voyagesncf.com. On a 2 postes ouverts et on est effectivement autour de 50K. Voilà, on va monter assez vite ensuite pour des profils plus expérimentés qui sont très recherchés. On va même pouvoir aller atteindre plus de 55 kg euros, voire 60 000 euros assez facilement, puisque en fait, il y a vraiment les profils expérimentés vont rapidement monter en gamme. Bon, moi, pour ma part, je ne sais pas répondre à cette question parce que je ne suis pas aux ressources humaines. Par contre, ce que je sais, c'est que ça dépend des personnes. C'est-à-dire que c'est à chacun de vous de vous vendre, hein, avec vos compétences, avec ce que vous pouvez apporter, avec les travaux que vous avez effectués par le passé. Et c'est ça qui va payer. Hein. Bon, la fourchette, c'est effectivement, ça peut aller. Ça dépend si vous êtes docteur en mathématiques avec 10 ans d'expérience, là, ça sera vachement plus cher. Et si vous sortez de l'école, ça sera un peu moins, le temps que vous récupériez les 10 ans d'expérience, justement. Donc voilà. Alors j'ai entendu parler de 2 postes ouverts. Je ne sais pas combien de postes ouverts sont ouverts chez SNECMA, mais est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a une bulle sur les métiers de la data, qu'il y a trop de personnes, ou au contraire, justement, qu'on sera en manque de data scientists? Je pense qu'il n'y en a pas assez puisqu'on n'arrive pas à recruter. Bon, alors peut-être qu'on n'arrive pas à recruter parce qu'on n'a pas forcément l'environnement adapté. C'est un métier qui est nouveau, qui est complètement nouveau dans cette industrie. Donc on n'est pas prêt, du tout. Et donc on ne sait pas vraiment forcément bien recruter, mettre les gens dans les bonnes conditions. Donc c'est à chacun de vous de construire ce métier. Donc il faut le construire, et bon, c'est pour ça que c'est dur. Mais bon, il y a peut-être du monde, mais je pense qu'il n'y en a pas assez, puisque je sais qu'au centre de recherche, ça fait 1 an qu'on essaie de recruter, on a du mal. Bon, voilà. Oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. Donc effectivement, on a un centre de formation en fait qui permettent de fournir environ peut-être un peu moins de 200 personnes formées par année, hein, vraiment, si on prend les formations universitaires, académiques, et les besoins des entreprises. Simplement, si vous regardez en fait le nombre de postes qui sont actuellement offerts sur les différents sites, sont bien plus nombreux, hein, sont plutôt de l'ordre de 500 voire 1000 en fait. Donc il y a un vrai besoin. Et je crois au contraire qu'on n'est pas dans une bulle, qu'on est en fait dans un besoin grandissant. Je crois que c'est quelque chose qui va vraiment s'affirmer de plus en plus. Effectivement, il y a une belle opportunité en ce moment, mais je crois que ça va durer, ça va s'installer, puisqu'il y a un vrai besoin dans les entreprises. Oui, je rejoins ça également. De toute façon, une vie professionnelle, c'est pas statique. Il y a forcément des évolutions. On s'adapte à la technologie qui évolue. On s'adapte, je dirais, aux produits du marché, etc.
Donc pour moi, il n'y a pas une bulle tant que vous apportez des vraies compétences. Et celles que les data scientists ou étudiants d'aujourd'hui dans ces domaines-là apportent, si vous avez l'ouverture et la curiosité de se dire à quoi ça va servir dans l'entreprise, X, Y, Z, il y aura toujours un marché de l'emploi pour ça. Et au contraire, là, ce à quoi on assiste, c'est oui, des besoins grandissants parce que la technologie a évolué et a laissé cet espace d'expression et de recherche d'efficacité, on va dire. Ça ne va pas se refermer. Donc de toute façon, ce sera toujours exploitable. Peut-être que dans 10 ans, vous ne travaillerez pas avec les mêmes, certainement pas avec les mêmes algorithmes, pas avec les mêmes frameworks de développement, pas avec les mêmes produits d'entreprise. Mais cette mécanique-là, elle reste valable et donc ça ne va pas éclater. Merci beaucoup. Alors pour les 15 minutes qui nous restent, moi j'aurais souhaité donner la parole à la salle. Comme il y a beaucoup de monde aujourd'hui dans cette salle, voilà, profitez des intervenants d'exception qu'on a avec nous cet après-midi pour poser toutes les questions que vous n'avez pas osé poser jusqu'à présent. Alors la question porte sur le prix des formations. Parler de quelle formation spécialisée? Oui, alors bon, ça, effectivement, c'est pas moi du tout qui, qui fixe les tarifs des formations. Par contre, il faut voir que ce sont vraiment des formations professionnalisantes qui incluent une thèse professionnelle, qui inclut finalement une double expérience professionnelle avec le projet fil rouge au long de l'année et un stage, et qui bénéficie finalement du réseau de Télécom Paris-Tech et de l'Institut Mines Télécom. Donc il y a effectivement, voilà, ce type de formation ouvre en fait directement à un emploi. Voilà. Quel est le prix? Alors, je vais vous poser une toute petite colle. Je n'ai pas le prix en tête. Voilà. De toute façon, je vous propose de rencontrer les intervenants si vous le souhaitez, si vous avez des questions plus précises à la fin de cette session. Il y avait une question au fond de... On a répondu à cette question effectivement, mais on a donné des échantillons. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que pour voyagesncf.com, qui est une grosse PME, on a 2 data scientists. Mais à côté de ça, on recrute aussi des développeurs, des gens plus marketing, plus statisticiens. Donc en fait, voilà, tout ça, c'est des échantillons de valeur. Je pense que le grand message, c'est de dire oui, on recrute différents profils, dont des data scientists, mais pas que. Et après, si vous voulez élargir SNCF par exemple, qui est une entreprise de taille, je dirais, incomparable par rapport à notre PME filiale, recrute aussi dans ces métiers-là. Je laisserai Snecma s'exprimer. Voilà, on ne peut pas forcément parler pour l'ensemble des entreprises, mais je pense que l'idée de cette table ronde, si je ne m'abuse, c'était de donner des exemples. Donc dans ces exemples-là, on voit que c'est concret, réel, et on a ces posts qui sont publiés sur LinkedIn par exemple ou ailleurs. Et quand vous dites, excusez-moi, juste marketing, etc., ça veut dire que si vous aviez des data scientists dans ce secteur marketing, vous rentriez plutôt cela ou pas? Aujourd'hui, c'est le secteur sur lequel on recrute, mais comme on le disait aussi tout à l'heure, c'est des métiers qui vont forcément évoluer au travers de l'entreprise. Et si peut-être pour l'année ou les 2 ans qui viennent, on a un fort besoin dans ce domaine-là, c'est absolument pas exclusif. Et dans d'autres sujets qui vont être peut-être un peu plus techniques, donc je ne vais pas forcément donner, je dirais, des choses qui relèvent plus de notre métier quotidien tous les jours et qui sont moins faciles à appréhender. Mais oui, il y a des besoins récurrents. Donc, donc de notre côté, ce que je disais, c'est effectivement, moi j'ai mis une petite graine, analyse de données mathématiques dans Snecma il y a quelques années.
on commence juste à recruter. Et il faut créer le besoin d'une certaine manière. Il faut créer le besoin. Alors moi, j'ai 3 postes là qui sont ouverts, enfin qui vont être publiés dès la fin du mois. Il y en a, je sais qu'il y en a un peu plus d'une dizaine au centre de recherche, et je pense qu'il y en a autant dans chacune des entreprises du groupe. Et la volonté du groupe, c'est vraiment de se gréer dans ce domaine-là. Donc il va y avoir véritablement une prolifération de ces postes dans les quelques années à venir. Alors, il faut savoir que ça va passer par 2 étapes. Il va y avoir d'abord une étape de recueil de données. Vous savez qu'on produit de plus en plus de données. On est des très très gros producteurs de données qui sont très mal fichus aujourd'hui. Et donc il y a un gros boulot d'intégrateur. On appelle ça l'intégration de données, la curation. Enfin, vous avez entendu parler de ça dans les masters. Donc il s'agit de récupérer ces données, de les mettre au bon format, de les intégrer dans un environnement qui soit exploitable. Et une fois que ça sera fait, bien entendu, les maths vont pouvoir venir et travailler dessus. Donc c'est un métier qui se crée. Et je vais me permettre d'intervenir également du côté de Quantmetry. Nous, on a une dizaine de postes ouverts dans les 6 prochains mois. Donc voilà. Est-ce que les formations de télécom peuvent entraîner à la création de start-up? Et est-ce que dans la dernière, est-ce que dans votre promotion, il y a eu des start-up qui ont été créées et qu'est-ce que ça a donné? Start-up créées, pas à ma connaissance. Des collègues qui sont partis dans des start-up, oui. J'ai une collègue qui est à New York chez Yuzu, voilà, c'est une start-up. Des créations de start-up, avec 2 collègues, on commence à créer une activité de big data, de conseil en big data, mais voilà, de vraies créations de start-up avec une création d'un produit, je n'ai pas en tête, non. Mais par contre, j'ai discuté tout à l'heure avec des anciens collègues je disais, personne n'est aujourd'hui chez des concepteurs de solutions en big data, et j'en ai rencontré 1 ou 2 qui envisageaient de basculer dans ce monde-là. Donc est-ce qu'ils vont basculer en mode start-up ou en mode, je sais pas. Donc en fait, c'est vraiment une excellente question. En fait, cette année, pour la 2e année donc, du master spécialisé Big Data, nous avons fait intervenir les startups qui sont incubées à Télécom Paris Tech. Et c'est une expérience très intéressante. Donc on leur a proposé de venir et d'exposer leurs problématiques. Et donc ils ont fourni en fait un certain nombre de sujets, projets fil rouge, ces fameux projets professionnels. Et effectivement, en fait, je pense qu'une des missions, je pense, d'une école d'ingénieurs, c'est aussi de favoriser la création d'entreprises. Et en fait, c'est tout à fait. Il y a des milliers d'idées en fait qui peuvent venir. J'ai un étudiant en master qui m'a dit qu'il avait une idée et qu'il allait travailler dessus. Enfin, simplement, vous êtes vraiment, disons, en face d'un certain nombre de problématiques. On vous donne les bases, on vous fournit un certain nombre de solutions algorithmiques. Mais il y a de nombreuses questions qui surgissent. C'est-à-dire qu'une fois que vous pensez un peu data mining et big data, vous avez de nouvelles idées. Et donc effectivement, l'incubation d'entreprise et le fait que vous pouvez très facilement ensuite développer une idée et être incubé, c'est vraiment quelque chose que le master spécialisé peut offrir. Je ne dis pas du tout que c'est la voie principale, mais c'est tout à fait possible et c'est quelque chose qu'on souhaite en fait encourager. Oui, vous avez raison, il faut clarifier si on n'a pas été très clair. En fait, ce n'est pas une interface, ce data scientist, c'est un vrai expert qui pose des questions, qui recherche des questions, qui apporte des réponses. J'ai insisté sur les interfaces parce que je trouve que c'est très important de bien comprendre qu'il ne cherche pas tout seul dans son coin ou juste avec d'autres mathématiciens et juste avec d'autres développeurs. Il cherche avec tous les métiers de l'entreprise. C'est pour ça que j'avais insisté dessus. Mais en effet, il a son domaine de compétences sur lequel on attend que, justement, il apporte toute sa plus-value, son travail fondamental. C'est important, ça.
J'insiste aussi, hein, tout à fait d'accord. Hein. Le mathématicien, l'informaticien, s'il veut travailler dans l'entreprise, il doit s'intégrer à l'équipe. Ce qui fait que l'entreprise fonctionne, c'est qu'effectivement, on a un groupe de personnes avec des compétences différentes et qui réussissent à faire des produits extraordinaires. Mais c'est parce qu'il s'intègre que ça marche. S'il ne s'intègre pas, il ne restera pas. Il faut vraiment comprendre ça, c'est du travail d'équipe. Travail d'équipe avant tout. Hein. Moi, j'avais une question aussi concernant la formation. On a beaucoup parlé donc des formations, donc des écoles, etc. Est-ce que la thématique des MOOC, donc des cours en ligne, c'est quelque chose qui est en train de se développer, que vous voyez apparaître, et quel est votre sentiment là-dessus? Oui, effectivement. Donc les MOOC sont vraiment un outil extrêmement précieux pour ces nouvelles problématiques. Et par exemple, à Télécom Paris-Tech, en fait, on se lance dans la définition de MOOC. Un MOOC donc, est proposé gratuitement à partir du mois de février sur les fondements nécessaires au Big Data. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est aperçu que sur l'offre générale des MOOC que vous avez, je dirais, de par le monde, il y a peu finalement de formations MOOC qui vous proposent les rappels d'informatique et de mathématiques et de statistiques nécessaires à aborder finalement un petit peu plus sereinement ces programmes souvent ardus de machine learning et de data science. Donc en fait, nous avons une formation qui s'ouvre. Les fondements, eh bien, ils vont permettre en fait à des gens qui ont une formation d'ingénieur ou un bagage en informatique ou en mathématiques de reprendre un petit peu pied avec ces éléments-là et de pouvoir entrer pleinement dans ces problématiques de big data. Donc on a une politique en fait de développement de MOOC et dans les prochaines années, on va étoffer notre offre de MOOC aussi bien en machine learning que en informatique, en base de données, en calcul distribué et dans tout ce qui touche finalement à l'écosystème des big data. Oui, je confirme que les MOOC c'est super important. On peut commencer avant la formation. Je pense que tout le monde dans la formation en a fait pendant les cours. Je continue à en faire encore maintenant parce qu'il y a une offre riche et c'est vraiment superbe. Donc MOOC à fond. Et je m'inscrirai à la suite février, histoire. Moi, je peux donner encore un exemple assez concret. Ces formations-là sont très utiles pour nous. Moi, j'ai par exemple quelqu'un de mon équipe qui est issu d'une école de commerce et qui était complètement intégré en tant que product owner dans une équipe projet où, en l'occurrence, on travaillait sur du machine learning. Et elle a eu besoin de suivre un tel MOOC pour justement avoir la capacité de discuter avec le data scientist. Donc elle, ça l'a aidé, je dirais, dans cette interface là dont on parlait tout à l'heure, à faire une partie du chemin. Et le data scientist était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, qui a aussi été capable de se mettre à son niveau pour faire l'autre partie du chemin et lui expliquer. Et du coup, ils ont réussi à se rencontrer et à vraiment faire marcher, fructifier cette interface-là. Et ça a été dans ce projet-là une expérience magnifique. Donc effectivement, c'est des outils hyper utiles pour les professionnels des entreprises. Et alors évidemment, les data scientists sont dans des niveaux beaucoup plus avancés par rapport à l'exemple qu'on vient de citer, mais ça permet justement de faire ces ponts et à chacun de se comprendre, et ça c'est super utile. Avant, il n'y avait pas ces dialogues-là, et justement, on n'avait pas cette fructification. Alors peut-être une dernière question pour finir cette table ronde. Quel conseil vous donneriez finalement aux étudiants qui sont là aujourd'hui et qui cherchent des jobs, à se former sur la thématique de la data science? Venez nous voir. Alors je dirais, soyez curieux et vous pouvez en fait faire du data mining et du big data dans des secteurs très très différents. Donc laissez-vous aussi tenter par un secteur qui vous passionne, hein, que ce soit SNECMA ou SNCF ou d'autres secteurs, puisque en fait tous les secteurs vont vous offrir en fait des problématiques de data mining et du big data. Et puis je crois qu'il faut avoir une grande soif d'apprendre parce que c'est un domaine en fait qui est en construction. Et donc, il faut s'attendre à ce que chaque année, il y ait de nouveaux outils, de nouveaux algorithmes et de nouvelles questions posées. C'est vraiment une porte ouverte, une avenue, je dirais, à beaucoup d'inventions. Et donc, soyez curieux.
qu'est-ce que je veux dire effectivement, faut aller dans le sens de sa passion. Aujourd'hui, vous avez une opportunité extraordinaire, c'est qu'il y a besoin de faire de l'analyse de données dans presque tous les domaines. Et donc, si vous êtes passionné par quelque chose, allez-y, allez dans cette direction-là, parce que de toute façon, on aura besoin de vous. Dans l'aéronautique, c'est un milieu de passionnés. Les gens font de la construction aéronautique parce qu'ils adorent les avions, ils adorent les moteurs d'avion, ils adorent les fusées. Quand ils sont à la retraite, ils continuent à venir. Ils sont toujours là et donc ils sont consultants. Donc les gens s'en vont pas comme ça. C'est vraiment un monde de passionnés. Et donc si vous voulez faire des maths ou de l'informatique dans l'aéronautique, c'est que vous êtes passionné par l'aéronautique. Donc allez dans... Alors je dis ça pour l'aéronautique parce que je suis dans l'aéronautique, mais si vous êtes passionné par un autre domaine, allez-y, profitez-en. C'est l'occasion. Du coup, si on n'a pas encore trouvé sa passion pour l'aéronautique, pendant toute une année de formation, réseauter et rencontrer des gens et s'ouvrir l'esprit sur tout ce qui existe, parce qu'avec la data, on fait à peu près n'importe quoi. Donc, on n'a pas trop d'une année pour rencontrer des gens et se clarifier progressivement une idée sur ce qu'on a envie de faire après, quoi. Donc, je rejoins la passion, c'est important parce que c'est ça qui fera que vous serez motivé tous les jours pour aller discuter avec les autres personnes de l'entreprise. Et donc c'est complètement en phase avec ça. Et effectivement, il ne faut pas rester dans son monde développement et mathématiques, il faut vraiment aller, c'est plus facile d'aller là où on est passionné. Merci beaucoup pour cette table ronde extrêmement riche. On peut applaudir nos intervenants.